Blanche est sportive de haut niveau à l'INSEP. Toute jeune, puisqu'elle est encore junior, elle s'est classée 7e au dernier championnat de France élite. Cette année, elle entre en classe de seconde. Son avenir professionnel est devant elle. Blanche, avais-tu déjà une idée d'un métier avant ton entrée au lycée? Avant d'entrer en seconde, je cherchais ce que je voulais faire. J'ai discuté du métier d'infirmière avec ma sœur, qui est infirmière également, et j'ai décidé de suivre ses traces. Et quelle filière dois-tu suivre? Pour faire ce métier, je voudrais faire un bac S avec option SVT pour savoir plus ce qui est corps humain, et ensuite faire 3 ans d'école d'infirmière. Dis-nous pourquoi tu choisis ce métier? J'ai décidé de choisir ce métier parce que pour moi, l'idée de sauver des vies, c'est important et c'est super. Merci Blanche. Si toi aussi, tu te poses des questions pour exercer les métiers de la santé, rejoins-nous au Carrefour Sport Talent où tu pourras te renseigner sur les filières de formation de ce secteur et de tous les autres secteurs professionnels. Le carrefour des métiers, nous y sommes. Sport Talent, c'est maintenant. On va mettre les sportifs déjà au cœur du témoignage avec Gévrise et Manet. Oui, il faut prendre hop là, le petit micro. Le judo, ça a été une vie très importante de ta vie, mais il faut penser à l'avenir et il faut donc se préparer, s'organiser. C'est quelque chose qui arrive très vite. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, il faut s'organiser assez rapidement pour être en mesure, après sa carrière de sportive ou de sportif de haut niveau, de pouvoir rebondir et ensuite de faire un métier qui nous plaît, comme on l'a vu sur la vidéo. Alors, ce n'est pas évident lorsqu'on est jeune athlète déjà de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas hésiter à poser des questions, à se renseigner, à aller de l'avant. Ce que je souhaite dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Ce qui est important, c'est de s'interroger. Et ensuite, notamment lorsqu'on évolue ici dans cette enceinte à l'INSEP, il y a des personnes qui sont présentes pour vous accompagner. Et en discutant avec les autres, ça va peut-être vous ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. Et c'est comme ça qu'on construit au fur et à mesure son avenir. Et ça permet ensuite d'avoir un métier dans lequel on puisse s'épanouir. Noémie Balthazar, 24 ans, c'est vieux ou pas vieux dans la gymnastique rythmique? Je dirais que c'est dans la moyenne à peu près. Je pense que quand on arrête la gym vers 25-26 ans, on est un ancêtre. Donc moi j'ai arrêté vers 21 ans. C'est, on va dire, normal. Et c'est surtout que ça m'a donné la chance et la possibilité de faire une vraie reconversion dans un milieu autre que le sport, en fait. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques quand on arrête et qu'on a 30 ans, par exemple. Moi, j'ai pu recommencer des études par la suite en bénéficiant de dispositifs académiques adéquats et qui s'adressent spécialement aux sportifs de haut niveau, à savoir le certificat préparatoire pour les sportifs de haut niveau de Sciences Po, qui m'a permis aujourd'hui d'intégrer un master à Sciences Po, mais en cursus classique, donc en politique publique, spécialité culture. Et voilà. Donc ça, c'est un point positif. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des grandes écoles en France, Sciences Po, Subdeco Paris, qui vous permettent de rentrer avec un statut sportif de haut niveau, ce qui vous laisse du temps, ce qui vous permet de rentrer. Alors, certains de vos collègues ont des diplômes beaucoup plus élevés, oui, mais ils n'ont pas votre niveau sportif. Finalement, c'est assez normal parce que tout ce que tu as appris sur les tapis, au travail, à l'entraînement, le relationnel, le non visible, c'est quelque chose, c'est ta force, c'est ce qui apparaît sur ton CV aussi. Oui, c'est sûr que c'est un plus. Après, ça ne suffit pas si on veut faire des études de haut niveau. Être juste sportif, ça ne suffit pas, à moins qu'on veuille mener une carrière dans le sport. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver une orientation parce qu'en fait, on n'a pas forcément du temps à consacrer à ça quand on est sportif. On a un investissement à 100% dans notre entraînement et dans notre sport. Et même quand on est blessé, même après des grandes compétitions, le sportif n'a pas que ça à faire, ou en tout cas, il n'a pas forcément l'énergie d'aller se renseigner pour trouver des formations et des choses comme ça. Et c'est vrai que oui, ça sert d'être sportif sur le CV, mais à mon sens, ça suffit pas du tout parce que voilà, ça nous apprend plein de choses, des soft skills comme on dit, mais après, il y a le théorique derrière qu'il faut acquérir. C'est un bon départ, mais c'est pas une finalité.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est effectivement qu'il y a différents profils lorsqu'on est sportif de haut niveau. Il y a les sportifs qui vont en même temps faire leur carrière d'athlète. Ils vont avoir la possibilité, ou en tout cas avoir l'envie de faire des études à côté, ce qui permet d'avoir un équilibre et aussi d'être bien psychologiquement. Il y en a d'autres, ça ne va pas être le cas. Ils ne vont pas avoir la possibilité premièrement par rapport à leur discipline sportive, et je pense notamment à la gymnastique où là c'est vraiment très compliqué de pouvoir avoir une scolarité à côté, ou parce qu'il y a des sportifs qui tout simplement n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir le faire. Et il faut bien se connaître pour ensuite être en mesure de faire une formation qui est adaptée à soi. Alors, on va passer avec les sportifs, puis on viendra après avec les formations, avec les entreprises qui aident. Nous avons également Benjamin Chevillon. Alors, toi, tu as été, t'es un boulimique, hein, t'es un boulimique de travail. Il fallait que tu sois occupé à côté. Explique-nous un peu ton parcours, parce que c'est vrai, passer de Villeneuve d'Ascq aux Chicago Bulls, c'est le grand écart quand même. On va essayer de faire au mieux. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, Benjamin Chevillon. Comme dit Alexandre, mon parcours est très atypique. Alors déjà sportif, j'ai commencé très tard le basket, à l'âge de 17 ans. Donc j'ai commencé le basket parce que je cherchais un sport à faire, je m'ennuyais, encore une fois. Et je voulais faire du tennis. Et à Dijon, il n'y avait pas une section tennis en e-sport très adaptée. Donc le hasard a fait qu'à 50 mètres de chez moi, j'avais une salle de basket où s'entraînait la JDA Dijon basket fauteuil. Je suis allé faire un essai là-bas et depuis ce temps-là, j'ai pu quitter le monde du basket fauteuil. Et donc après, tout s'est enchaîné très vite. L'équipe de France est venue taper à la porte au bout de 2 ans. Car l'équipe de France Espoir recherchait aussi une nouvelle génération pour pouvoir défendre les couleurs de la France au niveau des championnats d'Europe et des championnats du monde qui arrivaient. Donc j'ai fait les divers stages d'équipe de France. Le rôle de capitaine est arrivé aussi très vite, car voilà, ils avaient besoin de quelqu'un qui gueulait sur le terrain. Ils trouvaient que c'était moi. Donc voilà. Et donc après, moi j'ai fait les championnats d'Europe à Adana en Turquie en 2008 et le championnat du monde à Paris en 2009. Donc, et c'est là qu'après tout a découlé également. Le club de première division française, Lille, m'a proposé de venir faire une saison chez eux, chose que j'ai faite. Donc du coup tout ça, je faisais des études à côté, mais on y reviendra du coup après. Et au final, en 2012, c'est là que les Chicago Bulls ont tapé à la porte chez moi. C'est-à-dire que le coach des Chicago Bulls que je connaissais, que j'avais rencontré lors du championnat du monde à Paris, m'a demandé si j'étais toujours opérationnel au niveau basket. J'ai dit que oui, forcément. Et donc j'ai fait une séance d'essai, une semaine d'essai là-bas. Et un mois après, le précieux sésame est arrivé avec tout ce qui incombe en matière de sport. Là, c'est même du sport de très haut niveau parce que le monde professionnel s'ouvrait à moi. En France, il faut savoir qu'on n'est pas professionnel au niveau basket fauteuil, même au niveau handisport en général. Donc c'est toujours un débat très houleux au sein des fédérations locales et même de la fédération handisport. Mais là, c'était là que je découvrais le monde du professionnalisme à part entière. Et donc là encore, en termes de temps, on y reviendra, mais c'était du basket pur et dur et il ne fallait pas qu'on pense à autre chose. Mais du coup, ça a été une expérience absolument incroyable parce que ça a permis, moi, de développer, de parfaire mon anglais surtout et de pouvoir jouer là-dessus après pour pouvoir monter maintenant ce qui est mon entreprise à part entière, à savoir le monde du digital. Et donc, ça m'a permis d'acquérir des compétences à ce niveau-là. Voilà, mais on reviendra après. Merci Benjamin. Alors, 3 sportifs ou sportives pas professionnels, je veux dire, qui peuvent gagner de l'argent ponctuellement, mais qui ne font pas cela en tant que professionnels. Puis Olivier Marou à côté. Alors là, en revanche, c'est un autre exemple. C'est un sport professionnel, le handball, avec notamment 12 années, c'est ça, passé du côté de Chambéry. Non, 3 ans à Chambéry. Pardon, et 12 années professionnelles. 10 ans en première division. Ouais. Voilà. Et là, vous êtes à 32 ans en 3e division française, l'équivalent national 1. Et vous avez repris des études parce que c'est important à 32 ans de préparer l'avenir. Oui, bonsoir à tous. Ouais, alors j'ai eu deux phases d'études, on va dire, dans ma carrière. La première en arrivant à Chambéry. Je jouais depuis 3 ans à Ivry-sur-Seine, donc à côté, étudiant à l'INSEP, étudiant externe. Difficile de concilier les deux quand on s'entraîne 2 fois par jour, puis aller en cours en présentiel.
Et en arrivant à Chambéry, on va dire que j'étais plutôt en haut au niveau de ma carrière et ça a été un peu compliqué. Je jouais moins, j'étais dans le doute. Du coup, j'ai bossé avec un coach mental pour essayer de trouver des solutions. Et une des solutions, ça a été d'avoir autre chose, une bouée de sauvetage, on va dire, à côté du sport professionnel. Et donc, ça a été la reprise des études au CESNI, à Chambéry. Donc là, j'ai validé une licence. Et après, je suis parti 3 ans jouer à Nîmes. Pas mal de galères, 4 opérations de l'épaule. Et du coup, depuis l'année dernière, donc, je suis rentré chez moi à Valence. Donc, je suis originaire de la Drôme. Jouer en National 1 et reprendre mes études au CESNI. Donc, un bac+5, justement pour... je suis plus sur la fin que sur le début. J'ai les poils en vrac pour me dire, je vais essayer de faire quelque chose derrière le sport de haut niveau. Alors Olivier, vous avez repris des études au CESNI, ça tombe bien parce qu'à côté de nous, il y a Stéphanie Vallet. Stéphanie, expliquez-nous ce qu'est le CESNI qui se trouve du côté de Chambéry. Je crois que c'est près de l'aéroport, hein. C'est Bourget-le-Lac, voilà, c'est ça. Et le cadre est sympa, mais c'est pas simplement pour le cadre qu'on y va, c'est que vous proposez quelque chose vraiment de novateur pour les sportifs de haut niveau. Bonsoir à tous. Alors effectivement, le CESNI, Centre d'études des sportifs nationaux et internationaux, on a un ADN fort sur le sport de haut niveau puisqu'on a été créé en 1992 après les Jeux Olympiques d'Albertville, donc qui était un événement majeur sur notre territoire montagnard. Et l'idée, c'était d'accompagner les quelques athlètes français médaillés aux Jeux qui étaient en âge de se reconvertir. Et puis depuis 92, on a cessé de grandir et d'évoluer sur cette dimension-là. Et on estime être une organisation apprenante dans le sens où on apprend des sportifs, on apprend de leur parcours, de leurs contraintes, de leurs difficultés pour toujours proposer des solutions justement le plus innovantes possible afin qu'ils puissent réussir ce qu'on appelle le double projet, hein, le sport et les études pour préparer une reconversion. Et on accompagne donc tout un nombre d'athlètes conséquents de la sortie du bac jusqu'à bac+5 pour des jeunes qui rentrent sur des centres de formation après un pôle espoir par exemple et qui sont plus dans une problématique d'amorcer le début de leur carrière sportive vraiment, et pour d'autres qui sont plutôt sur la fin de carrière et dont il est urgent en fait de réamorcer entre guillemets un parcours de formation pour assurer effectivement leur insertion professionnelle et de vivre une vie professionnelle comme n'importe qui à des âges qui sont plus ou moins différents suivant si la reconversion a été programmée ou si elle ne l'a pas été et qu'elle est consécutive à une blessure par exemple. Stéphanie, on a bien compris, il y a 2 types d'athlètes. Il y a ceux qui viennent vers vous en se disant voilà, là maintenant c'est le moment, parce qu'ils ont la maturité, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont le besoin. Puis il y a ceux peut-être des plus jeunes qui, comme certains qui sont peut-être ici, qui se disent c'est pas ma priorité parce que j'ai quoi, j'ai 15, 16, 17, 18 ans, de toute façon je fais du sport. Sans les stresser, sans leur faire la morale, qu'est-ce que vous leur dites pour les sensibiliser au fait qu'ils doivent préparer leur avenir ? Aujourd'hui, concrètement, on voit que le sport à haut niveau occupe nos jeunes athlètes de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, avec des contraintes de plus en plus lourdes dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont effectivement dans les carcans du sport à haut niveau. Ils ont un emploi du temps qui est très très chargé sportif. Mais il y a une vie autour de leur sport. Il ne faut pas qu'ils se déconnectent de cette vie-là parce que le sport, ça va durer qu'un temps dans leur vie, que tôt ou tard, à un moment donné, il faudra aussi penser à la suite, à l'avenir. Et plus tôt ils sont en mesure de préparer cet avenir en ayant les mêmes diplômes que n'importe qui dans des tranches d'âge assez proches, c'est plus facile d'être effectivement aussi étudiant quand on a ces camarades, ses copains de lycée qui ne sont pas forcément athlètes mais qui avancent aussi, ils se projettent aussi vis-à-vis de leur tranche d'âge et ce qu'ils font. Donc le discours il est là et puis la formation c'est soit un tremplin vers de la performance parce que ça permet un petit peu de se déconnecter de sa bulle sportive qui est très très prenante, où on est très encadré, où on nous accompagne sur tout un tas de volets, mais on ne voit pas forcément ce qu'il y a au-delà. Et puis ça peut être aussi un airbag quand effectivement sportivement ça va un peu moins bien, parce qu'on peut être très très bon dans les catégories jeunes et puis beaucoup moins dans les catégories où on est sur du senior, etc. On peut se blesser, ça peut être long de se remettre.
bien-être psychologiquement aussi. Donc de se former, d'avoir autre chose à côté, et c'est ce qu'évoquait Olivier à un moment donné, où effectivement quand on est sur une phase un peu moins performante sportivement, on cogite beaucoup. Et le fait de se raccrocher à quelque chose d'externe qui peut être une formation, c'est toujours un plus et ça apporte beaucoup, même au-delà du cadre sportif, à l'être humain et à sa construction et à son développement personnel. Merci Stéphanie. Alors effectivement, c'est chronophage. Le but du jeu, c'est d'avoir des formations pour travailler. Il y a aussi des entreprises qui aident les sportifs de haut niveau. On a Akima Lamzak, responsable du dispositif athlète à la SNCF. On sait que la SNCF aide beaucoup d'athlètes dans beaucoup de disciplines différentes. Vous en avez combien sous contrat aujourd'hui ? Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous en avons une vingtaine pour un quota d'une trentaine de places. Donc il faut savoir que nous, à la SNCF, on est engagés depuis plus de 30 ans pour les sportifs de haut niveau. Donc on accueille des sportifs, quel que soit leur profil, quel que soit leur âge, quelle que soit leur discipline, dans divers métiers, aussi bien des métiers allant d'agent commercial que des métiers de contrôleur, que des métiers de management opérationnel, que des métiers de cadre marketing, cadre commercial, dans la communication, vraiment différents profils. C'est une grande société comme EDF. Exactement. Où on peut travailler de façon très large. Il y a plus de 150 métiers dans l'entreprise et l'adéquation se fait en fonction du parcours de l'athlète, en fonction de son parcours professionnel académique, en son parcours scolaire et surtout ses appétences, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et une fois que nous avons un peu cette motivation qui nous est présentée lors d'une première rencontre, on essaie d'identifier ensemble quel serait le poste sur lequel il souhaiterait s'investir et ensuite nous organisons le process de recrutement pour le recruter. Donc en fait le dispositif athlète à SNCF, la caractéristique c'est que nous prévoyons un aménagement de leur temps de travail. Cet aménagement du temps de travail, en fait, pour une bonne entre 30 et 50% du temps est consacré en entreprise et le reste du temps pour ses obligations sportives, que ce soit pour les stages, pour les compétitions ou pour les entraînements. Le tout, c'est juste savoir organiser ce temps-là de manière à ce que dans l'entreprise, il réussit ce premier pas en entreprise pour pouvoir réussir son double projet et parallèlement faire en sorte qu'il puisse être dans des bonnes conditions pour pouvoir performer sportivement. Et Akima, avec une chance supplémentaire, c'est que comme vous êtes une grande entreprise, vous êtes répartis, il y a un maillage très grand sur toute la France, ce qui permet souvent aux sportifs de trouver une solution à proximité. Exactement, parce qu'une des caractéristiques de notre dispositif, c'est de faire en sorte de les affecter à proximité de leur lieu d'entraînement. Donc nous en avons dans toute la France. Nous en avons à Marseille, nous en avons en Bretagne, nous en avons à Nancy, nous en avons à Strasbourg. Une bonne partie d'entre eux, bien sûr, en Ile-de-France, puisque beaucoup s'entraînent soit dans les clubs sportifs en Ile-de-France, soit la majorité d'entre eux à l'INSEP. Nous en avons aussi en Aquitaine, vers Bordeaux. Donc voilà, c'est vrai que nous en avons un peu partout dans toute la France. On va peut-être revenir avec Benjamin. Alors, on a parlé un peu de ce double projet. La question, alors, bon, ils le vivent au quotidien, mais comment on fait pour s'organiser? Mis à part le fait qu'on se dise, bah voilà, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, à faire la fête, à sortir, à aller au restaurant et à regarder des films, on va le passer à travailler, à s'organiser, à récupérer. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a une recette miracle? Je ne vais pas dire qu'il y a spécialement une recette miracle, mais il y a surtout un mot que aussi le sport de haut niveau m'a apporté, c'est la discipline. La discipline, pourquoi? Parce qu'il faut être très organisé. Et en ayant cette discipline-là au niveau de notre emploi du temps, c'est-à-dire entre les entraînements, la préparation mentale, la préparation physique, etc., et également les projets personnels et professionnels, il faut être très organisé et très discipliné pour pouvoir justement ne pas passer à côté à la fois de nos compétitions, de nos matchs et aussi de nos projets futurs, présents et futurs surtout. Donc il faut être discipliné, il faut soit tout écrire, je ne sais pas, un emploi du temps un peu type de la semaine, des routines, je dirais, de travail et d'amélioration pour pouvoir ensuite se dire et tenir ce cap, notre feuille de route. Et c'est également d'ailleurs ce que je fais avec les clients. Quand je forme les clients, je leur dis il faut tenir un cap pour pas aller partout, parce que c'est vrai que quand les clients peuvent dépenser des budgets et des sommes sur Facebook ou Google, ils ont envie que ça aille partout, que tout le monde ensuite vienne chez eux, les connaisse. Non, surtout pas. Il faut être discipliné, ne pas dépenser n'importe comment. Et c'est, je pense, grâce aussi à mon expérience de haut niveau qui m'a inculqué ces valeurs-là. Moi, je dis à mes clients, n'allez pas trop vite, il faut y aller étape par étape.
Parce que si on dit à Facebook oui, qu'il faut dépenser 1 000 € en un jour, oui, Facebook il va être très heureux de prendre votre argent. En revanche, vous derrière, vous n'allez peut-être pas récupérer beaucoup de clients. Donc c'est là qu'il faut passer par une phase d'apprentissage et donc cette discipline de pouvoir dépenser au fur et à mesure notre budget et de mettre en place ces stratégies qui permettent là justement de récupérer l'argent qu'on a investi dès le départ. Et donc ça, c'est grâce au sport de haut niveau que ça me permet d'inculquer ces valeurs-là également aux entreprises. Et c'est ça qui fait la différence avec mes concurrents, par exemple. Noémie Gévries, on en parlait déjà sur la table ronde, mais la capacité à s'organiser. C'est vrai que si on avait à 18 ans l'expérience que l'on a acquis à 35, ça serait beaucoup plus simple. Mais si vous aviez des conseils, des témoignages, des petits pense-bêtes à mettre pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Pour organiser le double oui, pour projet, bien concilier sa vie professionnelle ou du moins sa vie scolaire, universitaire et sportive. Déjà, pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le temps libre en fait. Le temps qu'on passe à ne rien faire, à buller, parce que c'est un temps qui est vraiment très important. J'aurais dû expliquer ça à mes parents parce qu'ils n'étaient pas très réceptifs. Hein. Non mais en tout cas pour ce qui est de l'orientation c'est indispensable parce qu'on parle toujours de discipline, de rigueur, de passer le peu de temps libre qu'on a dégagé par le sport à ses études. Oui, il faut le faire, mais en tout cas pour ce qui est des questions d'orientation, il faut quand même prendre le temps de ne rien faire, de chercher, de découvrir de nouvelles choses. Et ça on en parle je pense pas assez en tout cas. Dans la vie de sportif et dans la vie en général, c'est tout aussi important. Alors le sportif a évidemment très peu de temps pour faire ça, mais voilà, je pense que c'est vraiment très important. Ne rien faire, c'est faire l'éponge finalement. C'est prendre à droite à gauche, piocher et s'inspirer de tout ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, on ne fait jamais vraiment rien en soi. Mais ça permet de prendre du recul et d'être plus lucide sur la situation en fait. Parce que c'est une chose, en général le sportif, il est perfectionniste, il est très rigoureux, il a des bonnes notes, en tout cas il fait en sorte que, mais il ne capitalise pas vraiment sur l'avenir en faisant ça, ou en tout cas il capitalise sur un avenir qu'il n'a pas vraiment choisi lui-même. Parce qu'il est investi dans son sport à 120%. Et son avenir, il le voit, mais c'est tellement de loin, en fait, c'est compliqué de prévoir une carrière qui va lui plaire et qui va le passionner autant que son sport, d'où l'importance du temps libre. Après, pour ce qui est de l'organisation, je pense que tous les sportifs ici savent le faire. Ce qu'il faut, c'est prioriser, c'est hiérarchiser son temps, décider ce qui est important ou pas à faire, voilà, essayer de, voilà, quand on a une période un peu plus light en termes de sport, se mettre plus du côté des études, mais ça tout le monde le sait ici, voilà. Mais juste je voulais insister sur ce temps libre qui je pense compte beaucoup. Olivier, vous passiez pour un extraterrestre quand on est joueur professionnel et qu'on veut se mettre aux études, c'est pas quelque chose qui était établi, c'était pas la norme, la majorité. Bah en tout cas, au niveau du handball, ouais, il y en a. Dans les équipes, on est un groupe de 14-16 joueurs. Oui, il n'y en a pas beaucoup. On est peut-être 2-3 à faire des études à côté. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que c'est vraiment une prise de conscience individuelle. Effectivement, à 18 ans, 16 ans, on n'a pas le recul nécessaire. Et moi, je l'ai vécu quand je suis arrivé à Ivry et que j'ai intégré l'INSEP. C'était entre guillemets pour que mes parents me lâchent la grappe. Même si j'avais un contrat professionnel de joueur à côté, je me suis dit, ben ouais, mais vous avez vu, ça va les rassurer. Ouais, je fais des études à côté. Et en fait, ça n'a pas marché. L'investissement qu'on peut mettre quand on est, même si on se trompe de filière, de voie, ça c'est pas grave. En fait, Gévries disait tout à l'heure, on se trompe jamais vraiment. En fait, on va apprendre de ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé à Chambé et que j'ai repris mes études, je me suis dit, ouais, c'est maintenant. Et je suis allé toquer à la porte du CESNI, j'ai regardé les formations qu'il y avait, j'ai tenté. Et finalement, ça m'a plu. Et puis, je savais pourquoi je le faisais. C'était juste pour moi, c'était pas pour faire plaisir à un tel, à mes parents, etc. etc. J'essayais de construire petit à petit mon avenir. Et mon avenir, en tout cas, l'objectif, c'était de valider un bac+3, donc avoir un diplôme, un niveau. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important. C'est de le faire pour soi en connaissance de cause. Et Olivier, ton avenir aujourd'hui, c'est dans quel domaine et tu te prédestines à quoi plutôt? Je vais valider mon bac+5 là, en juin déjà. Je vais essayer de finir la saison correctement sans me blesser. Et puis, mais bac+5 dans quel domaine C'est du marketing management. D'accord. Et tu dois rester dans le sport ou changer complètement ou... Ça m'est égal.
honnêtement, il y a tellement de valeurs qui sont transposables du monde de l'entreprise à ce qui se passe dans le milieu sportif que je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre des deux côtés. Si c'est dans le sport, ce sera dans le sport. Si c'est dans le monde de l'entreprise, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Gévrise, ça te parle également ces témoignages parce que c'est aussi ce que tu as comme ressenti. Oui, c'est ce que j'ai comme ressenti parce que je l'ai vécu en tant que sportif de haut niveau et actuellement j'accompagne les sportifs dans la définition de leur projet de vie, donc c'est quelque chose qui me parle et je vais rebondir sur tout ce qui a été dit et notamment sur les outils qui vont vous permettre vous d'aménager correctement votre emploi du temps et je revenais sur justement le fait de se faire un emploi du temps de semaine type, c'est essentiel en fait parce que alors le sportif en fait, quand c'est pour son entraînement, il sait le faire. Mais dès qu'il faut ajouter la partie formation, là, il apparaît perdu. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Alors, il faut intégrer votre emploi du temps sportif à votre emploi du temps de formation. Et ça va vous permettre d'avoir déjà une visibilité sur ce que vous allez pouvoir être capable de faire dans la semaine. Et aussi se mettre des temps de travail. Elle parlait de temps libre tout à l'heure, effectivement, pour pouvoir flâner, rêver et aller toquer aux portes, parce que oui, il faut prendre du temps pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs, mais aussi prendre du temps pour du travail personnel. Et ça aussi, parce qu'il y a certains sportifs qui ont du mal, quand c'est pas écrit, quand c'est pas formalisé, ils ont du mal à le conceptualiser. Alors qu'une fois que c'est mis noir sur blanc sur une feuille, et ben là tout de suite pour eux ça fait sens et c'est comme à l'entraînement en fait, ils ont une séance à faire et ben là ça match aussi parce que ils ont un travail à faire qui est bien précis et qui est écrit. Et ça je me suis rendu compte aussi que ce sont des outils qui leur permettaient d'être plus concentrés et de se fixer aussi des objectifs comme ils le font en compétition, à l'entraînement, qu'ils ont un travail technique à faire, et ben c'est exactement la même chose après dans la formation et peu importe la formation qui est choisie. Stéphanie, c'est ce qui en ressort aussi, j'imagine, vous l'avez dit tout à l'heure, les athlètes qui ont bien hiérarchisé leurs choix, leurs priorités sont ceux qui réussissent. Alors en général, effectivement, il y a, je vais dire, deux publics. Il y a les tout jeunes qui sortent du bac et justement la dimension organisationnelle, surtout dans un contexte où on est sur de l'apprentissage en plus à distance, c'est sûr que ça peut leur paraître un petit peu barbare. La première des choses, c'est le discours qu'on leur tient, c'est déjà qu'il va falloir rester sur leurs préférences d'apprentissage parce que ils ont mis en place une méthode d'apprentissage pendant des années quand ils étaient bacheliers. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui leur a permis d'avoir le bac. Et c'est pas parce qu'ils changent de contexte d'école, de formation, dans les études supérieures qu'il faut révolutionner tout ça, parce qu'il ne faut pas perdre ce qui fonctionne. Il y a la dimension organisationnelle. Alors c'est vrai que les plus jeunes, on leur propose souvent de les aider à concevoir ce fameux emploi du temps où on va rajouter sur les temps qui sont balisés entraînement. Là, effectivement, tu peux placer 2 heures sur tes contenus de cours. Là, tu sais que tu vas avoir de la classe virtuelle, donc tu vas avoir un temps synchrone avec l'enseignant. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire à pas manquer, ce qui est rassurant parce qu'on se retrouve aussi avec d'autres camarades de classe et avec un professeur en face de soi. Mais effectivement, après, il y a la maturité de l'étudiant et ce genre de choses, on le duplique aussi quand on est dans les études un peu plus supérieures, Bac plus 5, parce que aussi le sport a évolué, on a aussi évolué dans sa carrière sportive et on n'est pas à l'abri effectivement de se faire piéger par le temps, de ne pas l'avoir suffisamment balisé. Et après, j'ai des étudiants qui arrivent très très bien à s'organiser et je sais que même s'ils ont pris un petit peu de retard, ils vont le planifier pour le combler. Et j'en ai d'autres pour qui va falloir se mettre autour de la table, en tout cas au téléphone, et se dire ok, maintenant comment on gère ? Et on gère ensemble, mais il n'y a pas de langue de bois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on communique un maximum pour que moi je puisse avoir l'ensemble des tenants et aboutissants et qu'on puisse proposer la meilleure solution qui soit liée au contexte. Peut-être que c'est momentané, mais momentanément, ça peut avoir des répercussions sur les prochains mois, les prochaines semaines, l'année entière. Donc il faut l'anticiper, le prévoir et en discuter. Akima Lamzak, c'est vrai qu'ils ont la solution, tous ici. Il faut s'organiser, mais aujourd'hui, ils ont des vrais atouts. On en a parlé déjà tout à l'heure dans les tables rondes, mais ce n'était pas forcément le même public. Il faut leur dire aussi que le fait d'être sportif de haut niveau, d'avoir un double projet, c'est une force, c'est un atout énorme par rapport au reste de la population. Oui, complètement. Et souvent, ils ne se rendent pas compte lorsqu'ils arrivent en entretien.
être sportif de haut niveau, c'est vrai, ça parle beaucoup quand vous évoluez dans le même univers du sport. Mais dès que vous sortez du sport, vous vous dites finalement, dans un entretien, qu'est-ce que je vais raconter? Souvent, vous n'avez malheureusement pas beaucoup d'expérience pour beaucoup, ou alors ils ne savent pas mettre en avant un certain nombre d'expériences. Il faut savoir une chose, dans le monde de l'entreprise, il n'existe pas un parcours de référence type. Souvent, on vous pousse par plusieurs parcours élitistes. Il y a autant de parcours que de personnes. Un parcours, c'est quoi? Un parcours, c'est sur qu'est-ce que vous voulez faire. Il fait sens à celui qui est, celui qui est en train de devenir et celui qui voudrait devenir quelqu'un. Donc, c'est pour ça que votre parcours sera vraisemblablement différent de tout un chacun. Ensuite, ce qui est important, et ça je le dis souvent en entretien quand je reçois des sportifs ou des non-sportifs, parce que finalement c'est un peu la problématique des jeunes d'aujourd'hui, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que c'est un peu cruel à 15 ans, 16 ans de dire à une personne qu'est-ce que vous avez envie de devenir. On est en seconde, première, on essaie de trouver un baccalauréat, une voie qui puisse nous correspondre. Ensuite, on va vers des études. Alors, quel type d'études? On essaie de faire un peu comme tout le monde. Soit on essaie de ne pas être trop spécialisé dès le départ parce qu'on s'est dit on risque de fermer des portes. Et on a du mal à dessiner quelque part une trajectoire. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que dès que vous avez l'occasion de faire quelque chose, ce quelque chose, c'est quoi? C'est lorsque vous avez l'occasion de faire un stage, lorsque vous avez l'occasion de faire une mission, même d'une semaine, 2 semaines, lorsque vous avez l'occasion de travailler pendant des vacances. Je sais, vous n'avez pas le temps, mais on peut toujours peut-être trouver, se dégager 10 jours, où souvent vous avez de la famille. Je me rappelle, j'avais un sportif qui travaillait dans un restaurant de ses parents, et le jour de l'entretien, il n'a pas su m'en parler. Il m'a dit, j'ai jamais travaillé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr de n'avoir jamais travaillé? Il m'a dit, non, une fois j'ai travaillé dans un restaurant, j'étais serveur. Je sais pas. Ça, c'est une expérience professionnelle. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Non, c'était anecdotique, c'était chez mes parents. Peu importe, ça reste une expérience parce que derrière, il y a des compétences, il y a des postures que tu as su développer. De même, souvent, les sportifs, vous êtes sollicités dans les clubs, dans les associations, auprès des jeunes, dans les écoles ou dans les prises de parole publiques. Tout ça, ce sont des choses que vous développez, ce sont des aptitudes que vous pouvez valoriser par la suite et du coup, vous pouvez renchérir un CV et faire parler de ce CV indépendant et le différencier par rapport à d'autres sportifs. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais je pense que c'est important, on va sortir un petit peu du sujet, mais les jeunes de votre âge, ils n'ont pas fait plus à côté. Ah si, ils ont peut-être organisé une soirée, ils sont peut-être plus forts à la PlayStation, voilà. Mais à FIFA 19. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que vous faites du sport, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous construisez. Et après, il y a une forme d'humilité parce qu'on fait du sport, mais c'est quelque chose d'incroyable quand même de réussir à faire du sport à côté de ses études. Et c'est quelque chose qui est très important et qui attire les gens à côté. Et qui est très valorisable. Parce qu'organiser un double projet, ce double projet au dépendamment du professionnel, études plus sport, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas facile. Donc, le fait d'avoir fait ça et d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir validé un diplôme derrière, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier et vous pouvez le valoriser en tant que tel comme une aptitude à savoir. C'est un peu toutes les valeurs que vous avez mis en avant, hein, cette discipline, cette rigueur, cette capacité d'organisation par rapport à un agenda qui commence très tôt le matin et qui termine très tard le soir. Ça, ce sont des aptitudes qu'un employeur a envie d'entendre. Cette capacité d'adaptation, vous pouvez en parler, la traduire, ne serait-ce que déjà par rapport à vos études, en dehors de l'expérience professionnelle que vous pouvez avoir par la suite. Et après, il y a une chose importante, on en a parlé, mais comme on est quasiment à la fin, on peut aussi faire un petit bilan de ce qu'on a entendu. Y compris ce matin, quand on a parlé de Parcoursup, il y a un cadre technique qui disait qu'il avait demandé à des sportifs de haut niveau qui étaient en dernière année, en baccalauréat, ce qu'ils voulaient faire comme études. Sur 17, il n'y en a qu'un seul qui le savait. Mais si on le faisait avec des non-sportifs, peut-être que le chiffre serait le même. Parce que c'est en pleine mutation et c'est finalement pas anormal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait des études pour savoir ce que je ne voulais pas faire. Et ça vous oriente finalement. Vous vous dites, bah, ça c'est pas pour moi. Vous savez peut-être aujourd'hui que vous voulez travailler dans le domaine du sport. Vous savez sans doute que vous voulez travailler avec d'autres personnes, que vous voulez avoir du contact humain, que vous voulez peut-être voyager, que vous voulez voir du paysage, que vous voulez bouger, que vous ne voulez pas rester dans un bureau, ou que vous voulez rester dans un bureau et puis travailler sur des projets à 6 mois, vous voulez peut-être être dans l'humanitaire. Ça, ce sont des choses importantes. Ce sont déjà des pistes qui peuvent vous éclairer et vous dire, tiens, ça m'intéresse. Et c'est vrai que ce que disait Gévry, c'est important aussi, discuter autour de vous. Parce que les questions que vous vous posez, bah, ceux qui sont 2 ans au-dessus de vous, ils se les sont posés ces questions. Mais il y a 2 ans, donc ils ont déjà des éléments de réponse.
Soyez curieux, il faut faire un partage comme ça. On va peut-être enchaîner parce que sinon, on va... Benjamin, quelque chose peut-être à rajouter parce que sur l'expérience. Non, au niveau expérience, on a à peu près tout dit. C'est vrai qu'après, voilà, une fois qu'on arrive à acquérir cette discipline et puis à mettre en place des processus qui nous permettent d'être mieux organisés, mais après, vous avez plus qu'à foncer et puis à voir ce qui est possible de faire. Il y a forcément des choses qui vont vous plaire, pardon. Et donc voilà, faut se laisser emporter par la vague, comme on dit. Je sais pas si, un petit mot de conclusion chacun. Non, mais simplement, je voulais rajouter une petite chose sur le choix en fait que peut faire le sportif. Ce qui complique la chose, c'est qu'au-delà de l'orientation, de travailler dans tel ou tel domaine, la question qui revient, c'est aussi est-ce qu'il existe des formations qui sont pertinentes sur la forme? Est-ce que je vais pouvoir, avec mon emploi du temps, faire ça? Et donc, ça complique encore le choix. Et d'où la question fondamentale de l'accessibilité à l'information et ce genre de forum qui est très important pour ça en fait. Alors Noémie, ce genre de forum important, mais ce qui s'est dit ce matin justement avec les membres des CREPS, c'est un peu le principe de la queue qui remue le chien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah oui, mais je ne peux pas le faire parce que je suis sportif. Et il y a des référents qui disent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es sportif de haut niveau, donc justement on va s'arranger parce que tu es sportif de haut niveau pour que tu puisses le faire en trouvant des solutions. Ça ne sera pas gagné à tous les coups, mais il y a la possibilité. Et je pense que s'il y a un endroit pour les sportifs de haut niveau où on peut vous aider à faire le maximum, c'est bien ici. Oui, c'est sûr. Mais bien souvent, le sportif n'est pas au courant en fait de ce qui existe comme formation et donc il n'arrive pas à réfléchir en connaissance de cause. Donc, Olivier. Bon, on a dit pas mal de choses. Il y a un truc pour moi qui est important, c'est quand on est sportif de haut niveau, que ce soit sport individuel, sport collectif, on est dans une bulle. Et moi, je dis souvent, c'est pas la vraie vie. Parce que je prends mon exemple, j'ai été joueur de hand professionnel depuis 12 ans. La sécu, je connais pas. Quand j'ai un problème, c'est le club qui gère. Plein de démarches comme ça, je sais pas en fait. Le logement, la voiture qui est prêtée. Grosso modo, voilà, on est pris de A à Z. Quand on est jeune sportif, un truc qui est important, on a parlé d'échange, de ne pas hésiter à aller demander aux plus anciens, aux plus vieux. Il faut essayer de sortir un petit peu de cette bulle de temps en temps, juste pour regarder le monde extérieur. Et ça peut donner aussi des idées, faire naître des vocations. Et Olivier, ça peut, il faut le dire aussi, ça vous enrichit, parce que ça vous autonomise d'une certaine manière. C'est exactement ça. Voilà. C'est de se dire, moi j'avais une peur, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il y a après, la petite mort, la mort du sportif, qu'est-ce qu'il y a après? Je vais pas tarder à le découvrir, mais en fait, en échangeant sur des conférences comme ça, ou en parlant avec d'autres sportifs, avec des gens de l'entreprise, avec des organismes spécialisés, ce qui est inconnu, ça devient, on va dire, un peu plus net et ça fait beaucoup moins peur. Et donc du coup, voilà, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à sortir de cette bulle-là pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Gévrise. Ouais, pour conclure, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y, n'hésitez pas, ne vous fermez pas de porte. Parce que je pense que justement, si vous y allez en vous mettant des barrières, ce n'est pas forcément la bonne solution. Allez-y, il faut croire en vous, en ce que vous voulez. Et ensuite, comme vous êtes des sportifs de haut niveau, je sais que vous mettrez tout en œuvre pour pouvoir aller atteindre vos rêves. Mais en tout cas, ne vous fermez aucune barrière. Stéphanie et Akima. Alors moi, je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même sur un sport qui se développe, se professionnalise. Il y a plein de dispositifs qui se mettent en place autour. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire plein de choses. Et il faut juste à un moment donné oser poser certaines questions. S'assurer effectivement que vous avez un dispositif qui va vous permettre d'accomplir vos projets. Mais si vous n'osez pas, si vous ne posez pas de questions, si vous n'allez pas vers l'extérieur et vous renseignez pas, forcément, vous n'aurez qu'une vision très partielle et parfois très enfermante de ce qui est possible de faire. Alors que si vous osez, pas toujours simple parce que quand on est jeune, on n'ose pas forcément aller vers les autres. Mais si vous osez vous poser des questions, ne serait-ce qu'autour de vous, dans votre réseau proche, il y a pas mal de solutions qui peuvent s'ouvrir à vous. Et il faut surtout ne pas hésiter et vous donner la possibilité d'avancer parce que vous en avez les capacités. Vous êtes des gens qui ont énormément de valeurs à retransmettre demain dans l'entreprise, justement. Ces valeurs-là, elles sont énormément recherchées. Il faut les valoriser. Il ne faut surtout pas avoir peur de qui vous êtes et il faut vous former
pour pouvoir demain être dans un dispositif de vie qui vous correspond et dans lequel vous allez aussi vous épanouir au même titre que vous vous épanouissez dans votre sport. Akima, le petit mot pour conclure, un petit peu cette belle journée quand même, parce que voilà, même si dehors il y a de la pluie, il y a des rayons à l'intérieur et puis il y a des arcs-en-ciel sur lesquels on peut voir des belles choses pour l'avenir. Bah, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est déjà de prendre du plaisir, hein, parce que les années passent vite. Hein, et donc, même si je n'ai pas fait du sport, ce que je peux entendre, c'est que ça va très vite. Donc, prenez du plaisir, déjà dans un premier temps, tout en restant en veille sur ce qui se passe, sur l'évolution de la société, sur les métiers, sur les compétences. Être un petit peu en veille sur ces sujets-là, pour que le jour où vous déciderez de commencer par un double projet professionnel et par la suite enchaîner sur votre reconversion future, bah, déjà, vous n'arriverez pas en terrain inconnu. Vous aurez eu l'occasion de découvrir ce que c'est et vous vous direz, ça y est, je suis prêt. Là, je vais me réorganiser, me remobiliser autrement pour pouvoir continuer à me lancer d'autres défis et aller vers un autre univers qui est celui de l'entreprise. Mais prenez du plaisir, ça passe. Prenez du plaisir et sachez aussi une chose, c'est qu'en entreprise, en travaillant et dans les études, on peut aussi prendre du plaisir. Hein. C'est pas le bagne et c'est pas simplement j'ai réussi parce que j'ai une bonne note et j'ai raté parce que j'ai une mauvaise note. Vous êtes là pour apprendre des choses et apprendre sur vous et ça vous aidera plus tard. Voilà. C'est la fin de cette table ronde. On voulait remercier quand même Erwan Tomaso qui est responsable à l'accès de l'emploi auprès des sportifs de haut niveau de l'INSEP, avec également Laurence Blondel. Si vous avez besoin d'informations, leur porte est toujours ouverte. Ça, c'est très important. On va remercier également Gwendoline Plisson qui a travaillé et qui a animé un peu à droite à gauche et puis le service unité audiovisuelle de l'INSEP. Merci également à Gévrise, Olivier, Noémie, Benjamin, que je n'oublie pas les noms pour Akima et Stéphanie qui sont là. Et puis merci à vous d'avoir été concentrés. Puis continuez à regarder, soyez curieux et surtout éclatez-vous sur les terrains et puis soyez curieux, profitez. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.